Si le RDPC pense qu'en muselant les gens, à travers le refus des meetings, à travers la censure de la presse, à travers les menaces, à travers l'obstruction de la discussion, c'est-à-dire qu'ils envoient leurs représentants sur les plateaux de télévision qui interrompent les gens tout le temps, qui n'écoutent personne, qui disent tout et n'importe quoi, et qui ne comprennent pas que les gens veulent simplement dire ce qu'ils pensent, et parfois qu'on les aide. Parce que notre pays, nous autres, par exemple les panafricanistes, l'idée n'est pas de leur couper la tête, mais l'idée c'est de voir comment on peut même leur donner des outils pour que nos pays arrivent à leur souveraineté et sortent de la domination occidentale. S'ils continuent à faire ça, je veux qu'ils sachent qu'il y a des voies de recours judiciaires qui permettent de régler ça. Et je veux qu'ils sachent, eux, le RDPC, que cette façon de faire, demain, ils le regretteront. Pourquoi? Le peuple qui est là dehors, ne croyez pas qu'il est dupe. Ce soir, ce peuple a compris que le RDPC, ils ne savent ni écouter, ils ne savent pas écouter les gens, ils ne respectent personne, ils empêchent les gens de parler et ils croient que c'est comme ça qu'ils vont gagner la prochaine élection. Et vous, la chaîne de télévision qui les invitait, je crois que vous devez faire attention parce que vous allez tuer vos émissions. Non. Mise au point. Personne n'a le droit de couper la parole aux autres. Si nous voulons être courtois, si on a une bonne éducation, quand on parle, quand les gens parlent et que quelqu'un se tait et les écoute calmement, religieusement, le minimum c'est que quand la personne prend la parole, qu'on se taise. Si nous n'avons pas la... Je reviens sur ce que j'ai dit à la premier sujet. C'est ça, l'ojolatisme. Et c'est le RDPC qui le porte. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et cette stratégie, je vais vous dire ce qu'ils se disent dans leur cercle. Ils vont aller sur les plateaux de télévision, ils vont empêcher les gens de parler. C'est tout. Et ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous respectons les gens. Voilà. Et encore une fois, je parle, il prend la parole. Regardez, regardez. Illustration immédiate. Regardez. Illustration immédiate. Allons-y, madame. En ce qui concerne le thème, s'il vous plaît. Illustration immédiate. Mon propos. Vous aurez le temps, vous aurez. Quand j'écoute monsieur Nguépi parler, je vois qu'il y a une base idéologique. Les gens vous disent ils sont socialistes. C'est une idéologie. Ils vous disent ce qu'ils vont faire. Après, peut-être qu'il y a trop de détails qui ne sont pas intéressants, mais il dit une chose qui se comprend, parce que le socialisme, ça veut dire quelque chose. Libéralisme communautaire, c'est quelle bête ça? Sort d'où? Donc, les gens viennent vous dire, on avait la liberté d'entreprendre, on veut humaniser les gens capitalistes. Mais parlez de quoi? Celui qui a écrit ce truc ne comprenait pas ce qu'on appelle une idéologie, il ne sait même pas ce que c'est. C'est le président Paul Biya qui a écrit. C'est pas ce qu'on appelle une idéologie, dis donc. Vous voulez qu'on dise ça comme... C'est de la science, madame, je ne suis pas là. Ça n'a rien à voir avec son autorité de chef d'État. C'est de la science. Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir avec En tant que scientifique, je vous dis, il ne sait pas ce qui est écrit là-dedans, c'est pas ça qu'on appelle une idéologie en philosophie politique. Désolé. Okay. Je suis pas là pour je suis pas là pour plaire à quelqu'un. Bien sûr. Maintenant, s'il veut qu'on leur dise ce qu'on appelle une idéologie, on va le leur dire. C'est aussi simple que ça. Vous pensez qu'on est là pour plaire aux gens? Si les gens ne savent pas de quoi on parle, Il y a des éléments de fond dans ce qu'on appelle une idéologie. Par exemple, les rapports de production. Mais monsieur Nguépi parle, on entend ça. Okay. Quand le RDPC parle, vous entendez quoi? En termes de ce qu'on appelle les rapports de production, vous n'entendez rien du tout. Quand il y a le rapport entre le collectif, entre l'individuel et le collectif. Vous avez entendu ça? Quand vous dites que la solidarité, le président envoie les dons présidentiels. Donc le président, lui, là, c'est son argent, c'est l'argent du pays. Mais en matière de gestion publique, il n'y a nulle part dans le budget où ça écrit don. Il n'y a nulle part dans ce budget. Reprenez le budget de l'année. Vous avez vu don quelque part où le président a le droit de faire des dons? Vous avez vu ça dans le budget? Et quelqu'un vient de dire ça à la télévision. Et il est là quand on veut dire quelque chose, il commence à crier. Donc, il faut qu'on comprenne une chose. Les questions idéologiques, ce qu'on appelle les idéologies, c'est un ensemble de valeurs, de représentations que les gens se font, qui vont finalement, si vous voulez, construire le vivre ensemble. C'est-à-dire, si vous voulez, la vie collective. La question de fond que l'on pose au niveau du Cameroun, c'est quel est le rapport que nous posons entre l'individu et la collectivité? Quel est ce rapport? Ok. Ce rapport, quand vous observez notre pays, vous vous demandez il est où? Le deuxième élément, c'est les rapports de production. En réalité, dans le contexte actuel, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, dans le contexte actuel, vous n'avez aucune idéologie qui fonctionne, sauf si vous êtes un parti révolutionnaire.
Dans le contexte actuel du Cameroun, parce que c'est un contexte néocolonialiste. C'est pas vous qui définissez le rapport de production. C'est pas vous qui définissez le rapport entre l'individu et la collectivité. Donc ces idéologies... C'est déjà défini dans le capitalisme, parce que le néocolonialisme n'est que la phase internationale du capitalisme. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes un État néocolonial et que vous avez une idéologie, ou que vous êtes un parti néocolonial qui dirige un pays dans un contexte du néocolonial, vous dites que vous avez une idéologie, et sort d'où? Quelle est cette contradiction-là? Ça n'existe pas. Les seuls partis capables d'avoir une idéologie, c'est le parti révolutionnaire. Parce que, pour que vous parliez d'une idéologie qui soit autre chose dans d'autres environnements, soit vous êtes dans le capitalisme et c'est succédané, ces différents démembrements que vous avez à voir, dont les gens vont essayer d'être originaux, vont écrire une histoire qui ne veut rien dire du tout, ils se complaisent là-dedans, ils rappellent même que c'est un livre, mais on n'est pas ici pour dire que c'est un livre. Vous faites quoi avec? Au quotidien, ça se manifeste comment? On voit rien. Ce qui se manifeste au quotidien, madame, c'est du néocolonialisme, c'est tout. Demandez à n'importe qui, c'est l'analyse qu'on va vous dire. C'est le néocolonialisme qu'on voit là au Cameroun depuis toujours. Donc leur histoire qu'ils racontent là, je ne sais pas d'où ça sort. Et puis deuxième, autre chose, vous ne pouvez donc être un parti, là, il dit par exemple le socialisme. Au fond, le SDF aurait dû être un parti révolutionnaire. Le problème, c'est qu'ils ne franchissent pas le Rubicon, ils ne vont pas plus loin que normalement ils devraient aller. Ils ont là, ils traînent, ils ont un peu... Non, il faut aller au-delà. Être réellement un parti révolutionnaire. Pourquoi? Le capitalisme est la propriété privée des moyens de production, M. Nguepi. Le socialisme, c'est déjà la phase où on a la propriété collective des moyens de production. Comment vous pouvez donc être un parti qui est dans cet environnement et qui dit que je vais avoir la propriété collective des moyens de production et je suis quand même assujetti à un environnement où la propriété des moyens de production est privée. Le premier moyen de production, c'est quoi? C'est la terre. Et cette terre, qui la contrôle? Quand les colons sont arrivés, le néocolonialisme dit que la terre appartient à l'État. C'est lui qui décide. Personne d'entre vous n'a un titre foncier. Vous avez des copies. Vous avez des copies de titres fonciers. Vous n'avez pas de titre foncier. On peut l'annuler à tout moment, on peut le réaliser. C'est même pas ça le problème le plus important. Le plus important, c'est l'acte. Vous n'avez pas de titre foncier, vous avez des copies de titre foncier. Donc vous n'avez pas de terre. Il y a quelqu'un qui a la terre, celui qui délivre la copie. Il a conquis ça quand? Il a acheté ça où? Donc le problème de fond, quand on vient pour discuter de ce genre de choses, arrêtons de faire comme si le débat c'est entre nous. Le débat que nous avons là encore, c'est entre ceux qui nous ont mis dans ce qu'on appelle le néocolonialisme, c'est-à-dire qu'ils contrôlent notre économie et ils contrôlent par là notre politique. À travers et par le fait qu'ils contrôlent, ils se sont appropriés les moyens de production que nous avons. Et le premier, c'est la terre. Et ils ont mis en place un système où, généralement, les moyens de production sont privés. Et là, vous essayez, M. Nguepi, de dire, oui, on va essayer de dire que les gens vont participer à ça et que les gens vont avoir de messe. Il ne faut pas qu'il y ait un grand écart. Oui, il faut quand il y ait un équilibre. Ce n'est pas une question d'équilibre, c'est pas ça. Vous le savez bien, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les moyens de production appartiennent à qui? C'est ça le problème. Appartient à qui? Et à partir du moment où on sait à qui appartient les moyens de production, est-ce que c'est à la collectivité, c'est à l'individu? Vous définissez, vous avez une position idéologique claire. Des rapports de production, il y a ceux qui sont exploités, ceux qui sont dominés. Quand vous écoutez parler sur ce plateau, vous avez entendu quelque chose qui dit qu'on doit libérer les gens de cette exploitation, de cette domination? Mais pas du tout. Les gens vous disent clairement que non, on va continuer à rester là. Quand il y a des problèmes, bon, il y a des dons présidentiels qui vont le régler. Donc on continue à maintenir les gens sous la domination. Vous dites que il y a des choses qu'on dit, on vient vous dire, bon, une idéologie, oui, voilà, bon, moi j'ai entendu les MRC, je crois que vous auriez pu faire quand même davantage, parce que quand je vous écoute, la question c'est, quel est votre positionnement clair? Vous êtes socialiste, vous êtes libéraliste, vous êtes quoi? Fédéraliste, nationaliste, ce sont des succédanés du capitalisme. Et tout ce qui est fédéralisme, le nationalisme est à peine le premier pas vers quelque chose qui peut aller dans le sens d'un parti révolutionnaire. Et je vous le dis encore, aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on essaye de faire, c'est que en Afrique, ce qui marche aujourd'hui, ce qui peut sortir nos peuples de la misère, jusqu'à aider ceux qui sont là, dans le colonialisme, néocolonialisme, et qui sont englués là-dedans et qui ne veulent pas l'accepter, alors que le fait est là, et qu'il faut qu'ils aillent relire un peu Kwame Nkrumah. C'est écrit, c'est clair là-dedans. Qu'ils lisent un peu Samir Amin, on va leur expliquer ça. Donc ces choses-là,
le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de dire à nos partis politiques, il faut être très précis sur cette question. La question de fond n'est ni d'être de gauche ni de droite pour nous qui sommes africains. Gauche-droite, c'est des histoires de Français à Bordeaux, ils discutaient leur machin-là. C'est d'être... Si vous dites on est progressiste, on est conservateur, oui, c'est encore mieux. Mais j'ai entendu, vous n'avez pas le choix lorsqu'aujourd'hui vous parlez de politique en Afrique, vous ne pouvez pas ne pas vous référer au panafricanisme. Pourquoi? Parce que le panafricanisme, évidemment, lui, il est de gauche, il est progressiste, mais il a ceci de fort que par rapport au reste du monde et par rapport à l'idéal colonial et de domination de l'Afrique, il crée la solidarité entre les Africains. Ça veut dire qu'il est fondé essentiellement sur un rapport entre l'individu et la collectivité qui donne la primauté à la collectivité. Est-ce que, à partir de là, les partis politiques peuvent formuler une idéologie qui donc semble clairement assise sur les traditions africaines? Eh bien, il faut le faire. Pourquoi nous croyons que l'idéologie veut nécessairement dire répéter aveuglément ce que les Européens ont dit? Pas nécessairement. Donc, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et je voudrais faire deux petites remarques, deux phrases. Pour sortir, parce qu'on est en train de sortir de toutes les façons, oui. La première phrase, je suggère que si vous êtes un parti politique et vous répétez tout le temps qu'on vous a volé votre victoire, le message que vous envoyez, M. Béas, c'est que vous êtes incapable de défendre la plus grande victoire qu'un peuple ou qu'un homme puisse avoir. C'est la conquête du pouvoir politique. Et si vous êtes incapable de la défendre, ça veut dire que vous n'êtes pas digne de diriger ce pays. Si vous avez vraiment gagné cette élection, vous aurez dû vous battre. Si vous vous êtes arrêté, ça veut dire que vous ne l'avez pas gagné. La deuxième chose, la deuxième remarque que je voudrais faire, il ne faudra pas me répondre, il faudra apporter les preuves et les présenter. La deuxième remarque que je voudrais faire, madame, et je vais m'arrêter là. Oui. Si le RDPC pense qu'en muselant les gens, à travers le refus des meetings, à travers la censure de la presse, à travers les menaces, à travers l'obstruction de la discussion, c'est-à-dire qu'ils envoient leurs représentants sur les plateaux de télévision qui interrompent les gens tout le temps, qui n'écoutent personne, qui disent tout et n'importe quoi, et qui ne comprennent pas que les gens veulent simplement dire ce qu'ils pensent, et parfois qu'on les aide, parce que notre pays, nous autres, par exemple les panafricanistes, l'idée n'est pas de leur couper la tête, mais l'idée c'est de voir comment on peut même leur donner des outils pour que nos pays arrivent à leur souveraineté et sortent de la domination occidentale. S'ils continuent à faire ça, je veux qu'ils sachent qu'il y a des voies de recours judiciaires qui permettent de régler ça. Et je veux qu'ils sachent, eux, le RDPC, que cette façon de faire, demain, ils le regretteront. Pourquoi? Le peuple qui est là dehors, ne croyez pas qu'il est dupe. Ce soir, ce peuple a compris que le RDPC, ils ne savent ni écouter, ils ne savent pas écouter les gens, ils ne respectent personne, ils empêchent les gens de parler et ils croient que c'est comme ça qu'ils vont gagner la prochaine élection. Et vous, la chaîne de télévision qui les invitait, je crois que vous devez faire attention parce que vous allez tuer vos émissions. À un moment donné, pour une raison simple. Vous allez les tuer pourquoi? C'est une émission. Non, vous allez les tuer pourquoi? Il faut inviter les représentants des différents partis. Je n'ai pas dit non. Je vous dis simplement, envoyez un message à ces gens qu'on vous envoie. S'ils ne sont pas à niveau, qu'ils se mettent à niveau. S'ils ne sont pas capables de tenir une discussion, je ne parle pas de niveau intellectuel, je parle de niveau, c'est-à-dire comment tenir un échange avec les gens. C'est-à-dire que quand vous parlez, on vous écoute. Donc quand les autres prennent la parole, vous les écoutez. Vous n'êtes pas obligé de leur couper la parole tout le temps. C'est un signe de très mauvaise éducation. C'est un signe de, si vous voulez, c'est un signe de roublardise politique. Et or, le pays que nous avons, qui s'appelle le Cameroun, a besoin de gens sérieux, mieux éduqués et beaucoup plus enclins à respecter les autres. Merci.